That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM Monac. Mosley, bonjour. Rebonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour Gina. Ça va très bien. On t'a attendu le grand, ces derniers jours-là. On parle de quoi ce matin? Tu vas revenir sur la conférence de presse? Ce matin, on parle de l'actualité. Effectivement, on parle de l'actualité, notamment en rapport avec le vote des sénateurs, mais également celui de l'actualité concernant la conférence de presse animée par le gouvernement hier avec en tête de file le Premier ministre, le chef du gouvernement, Julien Korobokal. Donc, c'est la trame de cette revue, on va dire, cette actualité, parce que c'est important qu'on s'y arrête. Et vous savez que depuis un certain temps, on est vraiment au cœur d'un engagement républicain qui a amené le gouvernement à pouvoir soumettre aux deux chambres du Parlement le vote ou sinon la modification du code pénal. Et vous savez que ça crée beaucoup de remous au sein de la société. Donc il est important qu'on s'y arrête un tout petit peu et qu'on en parle encore une nouvelle fois et permettre à ce que le public puisse avoir une idée des différentes évolutions. On est parti du dépôt de la requête auprès du Parlement, notamment à travers l'Assemblée nationale qui, elle, a voté la modification. Et ensuite, il y a le Sénat qui hier devait également se prononcer, du moins encore à partir de la commission, et il se trouve que les sénateurs ont suivi la logique de la chambre basse du Parlement, donc l'Assemblée nationale, et ont adopté la modification du code pénal, parce qu'il faut rester dans les termes, et d'ailleurs il y a un sénateur au niveau qui était le porte-parole, sinon le président du groupe parlementaire du Front uni notamment de l'opposition, qui a fait une déclaration hier à la tribune du Sénat, et au cours de cette déclaration, il indiquait clairement qu'on leur a soumis en adoption le texte de loi portant sur le code pénal, donc la loi 042/2018 du 5 juillet 2019, et cette loi-là, effectivement, c'est elle qui était soumise à modification. Il y a eu près de 194 articles qui étaient soumis aux amendements ou à la modification proposée par le gouvernement, et ça y allait aussi bien de la respiration sur le plan on va dire des infractions liées à la criminalité, liées aux violences faites aux femmes, au viol, donc tout ce qui concerne la maltraitance des enfants, mais aussi en rapport avec les crimes économiques. Vous savez que depuis pratiquement 2019, notamment la première monture de cette loi-là, effectivement, il y a eu l'introduction de la notion de crime économique qui n'existait pas auparavant. Et d'ailleurs, ceux qui ont pu suivre le débat sur, du moins l'enquête concernant Mamba, c'est cette enquête-là qui a permis à la Cour spéciale, du moins ce code-là qui a permis à la Cour spéciale de pouvoir s'exprimer, Cour criminelle spéciale, de pouvoir s'exprimer sur les questions de crimes économiques et financiers et tout ce qui s'ensuit, qu'on parle de détournement, de concussion et tout ce qu'on connaît. Et il y avait également l'alinéa 5 de la loi sur le titre 14 du code, notamment qui parle des infractions ou des violences, et dès cet instant il y a eu cet alinéa 5 de l'article 402 qui évidemment a posé problème, ou qui pose problème au sens de la société, parce que on y parle évidemment de la dépénalisation de l'homosexualité. Et vous savez que au niveau national, il y a eu des expressions, je les ai présentées par deux fois, où on a vu des gens qui se sont exprimés en faveur et ceux qui aujourd'hui sont beaucoup plus engagés à s'exprimer en défaveur. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en votant dans les termes identiques la modification, le Sénat a confirmé ce que l'Assemblée nationale avait déjà voté, et cela, quand même, il faut souligner qu'il y a quand même un petit problème qui se pose, parce que derrière, ce qui se dit, c'est que en plénière, notamment lorsqu'il s'est agi, parce que j'avais souligné ici que les sénateurs devaient s'exprimer en commission, notamment la commission des lois, devait effectivement, on va dire, étudier
les propositions qui ont été faites par le gouvernement, sauf qu'il se trouve qu'au moment où il y a eu maintenant la plénière, donc parmi les sénateurs, il fallait qu'ils votent. Ils sont allés par 3 fois au vote. Et il semblerait que les discussions étaient houleuses. Est-ce une situation normale? On va dire que c'est une situation normale dans la mesure où il faut dégager une majorité. Il faut dégager une majorité qui permettrait à ce qu'on puisse soit dire que le Sénat a voté ou pas. Donc, dès cet instant, ce qui s'est passé, c'est que de ce que nous explique le président on va dire, du groupe parlementaire du Front Uni qui s'est exprimé, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ils ont tous voté, je présume non. Le non à la dépénalisation, parce que dans sa communication, il dit que en commission, du moins lors de la plénière, ils ont voté par 3 fois, et par 3 fois, il n'y a pas eu de consensus, et du moins, il n'y a pas eu l'aspect qui entérinerait le vote des sénateurs en faveur de la dépénalisation, et cela envoie dans leur esprit le fait qu'ils aient choisi de ne pas voter la modification du code pénal, quoique ce dernier a un caractère à pouvoir permettre à la société de respirer, notamment sur le plan juridique, ce n'était pas contre la dépénalisation de l'homosexualité, mais c'était contre le code qui était proposé. Mais comme l'introduction de la requête sur la dépénalisation figurait là-dedans, ils ont choisi de pouvoir dire non. Et dans leur grande majorité, ils étaient étonnés de constater que lors de la clôture hier, donc le Sénat, le rapporteur, a plutôt présenté un rapport qui était en relation avec l'idée que le Sénat a validé la dépénalisation, donc a voté au titre identique le code pénal. Or, ce qui se trouve, c'est que ce n'était pas le cas, parce que pour eux, ils présumaient qu'en Ça, c'est eux là, c'est qui? Le groupe au Front Uni de l'opposition qui se trouve à l'Assemblée nationale. D'accord. Donc, dans leur entendement, c'était qu'on renverrait l'étude de ce document, donc du code pénal, la loi 043, qu'on la renverrait devant les honorables députés et sénateurs, notamment avec la mise en place d'une commission paritaire, donc une commission qui regrouperait les sénateurs et les députés. Et dès cet instant, l'objectif pour eux n'était pas de s'inscrire dans une logique qui voudrait qu'on dise que la dépénalisation a eu lieu, mais c'était pour donner plus de matière pour qu'en commission, ils puissent continuer à pouvoir plus ou moins réfléchir sur les suites à donner à la requête du gouvernement et se donner du temps pendant qu'ils seront en intercession parlementaire. Oui, Gina. Oui, j'ai une question. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Lorsque c'était à l'Assemblée nationale, on a bien sûr certains témoignages de députés qui sont sortis en disant que, eux, ils se sont dit... C'était ça, hein? Ils se sont dit qu'en votant, en s'abstenant, ça n'aurait pas été carrément mis de côté et tout. Ça aurait, tu sais, on en avait discuté, toi et moi. Et puis là, j'écoute les sénateurs et il y a des sénateurs qui disent ils se sont dit qu'en votant comme ça, mais est-ce que ce soit pour l'Assemblée ou pour le Sénat, ces institutions-là ne fonctionnent pas avec des procédures où on sait que lorsque vous votez, par exemple, si tu votes blanc, ton bulletin est tout simplement annulé. Est-ce qu'au Sénat, il n'y a pas de procédure où les gens savent que, en gros, si vous avez voté ça, c'est ça la finalité, on arrivera à cette étape-là et ensuite à cette autre étape. Pourquoi on a l'impression qu'en fait, c'est au feeling de chacun, où on va dire, ouais, mais non, j'ai eu le sentiment que... Est-ce que ces institutions-là fonctionnent avec le sentiment que... Et c'est ce qui pose... Mosley travaille là-bas. Non, mais c'est ce qui pose débat actuellement sur la validité du vote qui a été fait aussi bien par l'Assemblée nationale que par le Sénat. Parce que le sénateur, notamment responsable du groupe parlementaire Front Uni, je le redis encore, dit qu'il y a eu un passage en force. Ça sous-entend qu'il n'y a pas eu consensus. Du moins, il n'y a pas eu une majorité du oui qui se serait dégagée lors du vote en commission. Pourquoi il vient faire un discours quand les choses sont déjà enterrées? Mais il vient faire un discours à la Il l'a fait à la suite de la lecture du rapport. Il a fait ça où? Devant le Sénat, à la tribune du Sénat. C'était pas dans une communication ultérieure ou non, c'était à la suite de la communication du rapport final, des débats en commission, donc durant la plénière. Ça, ce qui sous-entend que c'est une déclaration solennelle.
Parce que si vous regardez bien, la vidéo est d'ailleurs disponible un peu partout maintenant. Si vous regardez bien, il y a les armes du Sénat qui sont présentées derrière lui parce qu'ils sont dans l'enceinte du Sénat où le Premier ministre d'ailleurs avait remis le rapport sur l'évaluation de la gestion du Covid-19 au Gabon. Donc, dès cet instant, c'est ce qui pose effectivement problème parce qu'il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Et à l'Assemblée nationale, tout le monde a pu le constater. Lorsqu'il s'est agi du vote en plénière, il se trouvait qu'il y a eu un manque il n'y a pas eu une majorité qui s'est dégagée. Et d'ailleurs, en première lecture, c'est ce qui a fait que les médias et tout le monde a directement dit que l'Assemblée a dit non. Sauf que en première lecture, après avoir plus ou moins parcouru la question, il y a eu le non qui s'est exprimé, il y a eu l'abstention et on est passé à l'étude d'autres sujets qui étaient présentés, donc certainement d'autres articles et consorts. Mais ce qui va se passer par la suite, c'est qu'à la suite, il va y avoir la réexamination du même cas, donc du retrait ou pas de l'alinéa 5 dans l'article 402 du Code pénal. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'au lieu parce que dans l'esprit, en réalité, lorsque le non s'est dégagé, qu'on veuille plus ou moins encore consulter les parlementaires, notamment les députés, il est prévu qu'il y ait l'organisation d'un second tour. D'ailleurs, c'est pourquoi on indique là qu'au Sénat, il y a eu 3 tours, tu vois. L'organisation d'un second tour et autant de tours que possible. C'est ce que dit le règlement intérieur du Sénat. Je crois en l'article 14, si je ne me trompe pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé à l'interprétation des résultats. Et c'est ce qui va faire dire aux députés qui sont abstenus que... Aux sénateurs. D'abord aux députés qui se sont abstenus. Exemple, Estelle Ondo, qui elle a exprimé clairement que dans son entendement, étant donné que la question était centrale dans le débat, dans la modification même du code pénal qui leur était proposé, étant donné l'importance du sujet, elle pensait que en votant l'abstention, on s'inscrirait dans une logique où il y aurait un second tour qui permet, le second tour devait être précédé d'un nouveau débat, un débat qui pourrait plus ou moins permettre à ce que les gens comprennent quelles étaient les réelles ambitions pour retirer cet alinéa dans cet article. Sauf qu'il n'y a pas eu de nouveau débat. Il y a juste eu une interprétation parce que le président de l'Assemblée nationale a fait appel aux juristes pour qu'ils puissent interpréter les résultats. Et c'est là où on a sorti l'idée de comment on dit ça, l'abstention qui est égale au bulletin blanc ou nul. C'est là où c'est sorti. Mais ce n'est pas réellement inscrit dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Maintenant, ce qui se passe au Sénat, par contre, c'est que il y a eu 3 votes, 3 tours d'expression et que le non s'est dégagé majoritairement. Et à ce moment-là, n'ayant pas donné les faveurs à la modification du code pénal, eh bien, ça sous-entendait que... C'est ce que le gars-là a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est pourquoi il parle de coup de force. Ça sous-entend que derrière, normalement, le Sénat devait passer en situation où on enverrait le texte maintenant en l'étude d'une commission paritaire, députés et sénateurs. Tu vois? Mais ça n'a pas été fait parce qu'au moment du rapport, c'est autre chose qui en est sorti et le rapport a laissé entendre que les sénateurs ont voté pour le oui à la dépénalisation. Maintenant, après, tout ça rentre dans le cadre certainement des ressorts ou de la discrétion du bureau du Sénat. Mais ce que nous on lit, c'est ce qui est présenté. Donc, à partir de cet instant, est-ce qu'il y a des moyens de recours qu'on pourrait engager? C'est ce que je m'apprête à demander, parce qu'ils ont fini de voter et on a annoncé que, par exemple, les députés et les sénateurs, ils sont partis en vacances. Ils sont de retour en septembre. Bien sûr, ils seront de retour en septembre. La dernière étape, c'est laquelle C'est toute la question qu'on se pose aujourd'hui, parce que il reste... Le gars qui a parlé à la tribune du Sénat, il a dit quoi? Il n'a pas... pour eux, ils estiment qu'il y a eu un coup de force. Il n'a pas donné de suite. Et c'est quoi donc la situation? Venez nous dire qu'il y a eu Je crois que la situation aujourd'hui, ce sera maintenant, comme l'expliquait... Oh les gars, salut les gars, il y a eu un coup de force. Ok, bye bye, on va en vacances. Ce qui est sûr, c'est que
étant donné qu'il y a cette situation, c'est un imbroglio qui est en train de s'imposer au Sénat, il y aura certainement des recours, mais là on va voir ce que va donner par la suite. Mais c'est bien sûr, les députés et sénateurs sont allés en vacances hier, ils ne reviendront qu'en septembre, et pendant la période entre maintenant et septembre, c'est géré par l'exécutif. Donc ils ont voté la loi qui permet au chef de l'État de légiférer en période d'intercession parlementaire. Non, mais ça existe depuis, c'est les ordonnances. Après, elles doivent être validées. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Les étapes déjà. Donc, je donne les étapes. Maintenant, durant cette session interparlementaire, le président aura la charge, soit au regard de l'actualité, de promulguer la loi ou pas. Et il peut faire le choix d'attendre que les députés et les sénateurs reviennent de congé et peut-être soumettre à nouveau le texte pour adoption. D'accord. Il y a cette possibilité. S'il promulgue, ça sous-entend qu'il y aura maintenant une dernière phase. Cette dernière phase sera la Cour constitutionnelle qui, elle, devra vérifier la conformité avec la Constitution du vote qui a été fait. Et dès cet instant, si la Cour décide de valider, ça sous-entendra que c'est conforme à la Constitution. C'est conforme à la Constitution et à ce moment-là, il n'y a plus matière à débattre. D'accord. Mais si la Cour aussi déboute la présentation de l'exécutif, eh ben, il ne restera qu'une chose, repartir au Sénat, au Parlement. Donc voilà un peu la situation globale sur la révision du code pénal et qui induit une norme sociale qui est longuement discutée aujourd'hui et qui fait l'objet de discordes, notamment la dépénalisation de l'homosexualité. Donc il faudrait qu'on soit dans une cohérence qui voudrait que plus ou moins les uns et les autres comprennent que ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des votes, mais il y a encore des étapes. Ensuite, il y a eu la communication du gouvernement. Cette communication du gouvernement, vous voyez bien que tout le monde chacun peut se réjouir en fonction du pôle d'intérêt qui est le sien. Voilà, si vous êtes hôtelier, restaurateur, vous pouvez vous réjouir parce qu'on a choisi de rouvrir les hôtels et les restaurants. Ensuite, si vous êtes tenancier d'un bar, d'un bistrot ou d'un motel, là, vous pouvez vous fâcher. Parce que le gouvernement n'a pas... Est-ce que c'est une affaire de... Moi, je n'aime pas cette interprétation des choses. Est-ce que c'est une affaire que c'est un fait exprès? Il y a une situation qui est là, c'est qu'il y a le Covid. C'est pas ce que nous avons dit. Le gouvernement juge de l'opportunité des choses par rapport à la technique qu'ils emploient pour lutter contre la maladie. Et surtout qu'il y a eu une précision de taille. Pourquoi les gens voient ça comme si c'était un fait exprès? Non, ce sont des mesures d'allègement progressif. Et qui dit mesures d'allègement progressif sous-entend que au fur et à mesure, en fonction de l'évolution de la maladie au Gabon, on va prendre de nouvelles mesures qui permettraient à ce que les bars et les autres établissements puissent ouvrir, par exemple les boîtes de nuit et consorts. Mais je crois que l'objectif aujourd'hui, c'est d'éviter qu'il y ait des trop grands rassemblements. Parce que vous savez qu'il y a quand même eu l'ouverture. On est passé de 10 personnes à 150 personnes, pas plus. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Mais non. Après, c'est justement ce qui rentrait dans la vague des fake news là, qui ont été partagées. Il y a des personnes qui ont créé des visuels avant même que la communication ne se fasse. Voilà. Du coup, ils ont dit oui, les cultes ouvrent, allez, les bars ouvrent, les boîtes de nuit, 150 personnes. Non, les cultes restent fermés. Voilà, mais tout ça, tu vois, ça circule avec les maisons c'est toujours interdiction de regroupement de plus de 10 personnes. Voilà, donc toujours il y a l'interdiction. Ensuite, il y a le fait qu'aujourd'hui, on peut quand même nous attendre à une fin d'année scolaire parce que le ministre de l'Éducation nationale finalement s'est prononcé et effectivement ce que les professeurs de l'éducation craignaient, c'est ce qui est arrivé, c'est qu'on a minimisé le poids que représente le BEPC aujourd'hui dans la démarche administrative au Gabon. Et dès cet instant, ça pose quand même un problème parce qu'on ne peut pas annuler l'organisation du BEPC alors que la fonction publique reconnaît ce diplôme. Ça veut dire que... On t'a dit qu'on veut faire entrer les gens dans la fonction publique. On va leur donner les papiers. On veut faire gagner le bac. Est-ce que les gars qui vont faire le bac là n'ont pas le BEPC? Non, d'abord, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il y a des gens qui parfois ne vont pas au second cycle du secondaire et qui ont le BPC et qui préfèrent aller travailler avec. Moi, j'en connais.
tu en connais, ils sont nombreux dans la société. Il faut arrêter de travailler avec le BPC. Non, mais on est en 2020. Nous avons des situations où chacun a une manière. L'État va leur faire un petit papier qui dit que moi je m'appelle Moussa Voutel, je n'ai pas eu le BPC, je n'ai pas le BPC parce que ça s'est fait, même tu travailles déjà. À l'époque. Non, la question n'est pas de revenir refaire. La question est de se dire, les élèves, les 70 ils vont voter une loi, ils vont dire qu'à 000... partir d'aujourd'hui, on peut rentrer dans la fonction publique sans c'est une manière triviale. Mais sauf qu'il y a une violation, et qui est quand même là, et qui est flagrante. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, le système éducatif gabonais n'a pas subi de modification. Qui dit qu'il n'y a plus de BPC? Le gouvernement. C'est eux aussi qui font les lois, non? Mais est-ce que c'est eux le Covid? Est-ce que c'est eux le Covid? Qu'on arrive à gérer les élèves de terminale? La question n'est pas de savoir si ce sont eux le Covid ou pas. Attendons, ailleurs, en Afrique, tu t'énerves. Non, je ne m'énerve pas. Mais si tu as augmenté le débit de voix, c'est pas moi le gouvernement. Mais vous augmentez le débit de voix, je ne vous dis pas que vous vous énervez. Pourquoi vous pensez que je m'énerve? Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas nous le gouvernement. Ce que je dis, c'est que nous sommes dans une situation où le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Mugiama Daouda, a avancé un certain nombre d'arguments, notamment à la sécurité, en rapport avec la santé, ou encore avec l'idée qu'il y aurait un trop grand effectif et qu'on ne pourrait pas le juguler. Mais c'est une raison fallacieuse, parce que au fond, on peut clairement juguler le problème des effectifs si on tient compte du fait qu'on décale par exemple l'organisation. Il y a plusieurs sites aujourd'hui qu'on peut exploiter pour organiser le BPC. On a vu ailleurs. Les autres ont mobilisé même des stades de football pour passer les examens. On voit même dans les grands pays, par exemple, en Europe, en France, où on a passé les examens des universités dans les rues. On a mis les tablements dans la rue. Est-ce que je peux donner mon argument? Tu voulais qu'on mette les tablements dans la rue? Est-ce que je peux donner mon argument? Le tout, c'est de pouvoir organiser les examens. Maintenant, après, il y a un certain nombre d'autres mesures qui ont été avancées. Le bac, les élèves qui sont en classe de terminale vont passer le bac. C'est une très bonne chose et c'est d'autant plus normal. Maintenant, après, attendons de voir si, même eux, est-ce qu'on aura une organisation optimale qui permette à ce qu'on évite la propagation du virus? Ça, c'est une autre question. Non, il est 10h. Non. Une dernière phrase. Le Premier ministre a dit hier, il faut bien partir de quelque part. Ouais, il dit toujours ça. C'est comme ça qu'il crée des problèmes. Bon, maintenant, la suite, c'est que... Tu dis que le Premier ministre crée des problèmes. Il gère les crises que lui-même il crée. Voilà. Donc, c'est lui qui crée celui qui a créé le Covid. Je sais pas. C'est pas parce qu'on a dit qu'on peut voyager que c'est devenu la fiesta. Voilà, il a dit que c'est pas parce qu'on on a dit qu'on peut aller en province que ça doit devenir la fiesta. Mais ça ne peut pas devenir la fiesta à la mesure où lui, il a indiqué que pour aller à l'intérieur du pays, il faut présenter un document médical qui atteste de ce que vous n'avez pas le coronavirus. Donc, dès cet instant, je crois qu'aujourd'hui, il y a cette possibilité, il y a beaucoup de possibilités qui ont été présentées par le gouvernement, mais n'empêche que bon, mais après, ça il est 10h. Ils ont expliqué le BPC. S'il te plaît, tu peux conclure. Non, vraiment, c'est capital. Ils ont expliqué le problème du BPC par le fait que ça ne permet, c'est pas un diplôme qui fait passer les élèves d'un cycle à un autre. Tu vois, c'est pas comme s'ils partaient du secondaire pour aller à l'université. On peut se baser sur le premier et le deuxième trimestre pour les faire passer en seconde. Tu vois, c'est pas. La question n'est pas sur le passage, la question est sur la diplomation. Parce que c'est le gouvernement qui a mis en exergue ces examens-là. C'est pas le commun des Gabonais. On a compris. Dès cet instant, il y a eu une batterie de mesures qui sont maintenant acceptable au niveau de la société. Le recul de l'heure du couvre-feu qui passe à 20h, de 20h à 5h du matin. On peut, Gina l'a dit tout à l'heure, on peut maintenant voyager de Libreville vers l'arrière-pays. Mais c'est pas la fiesta. Là, ce matin. J'ai rappelé les mesures là ce matin. Mais c'est pas la fiesta. Mais c'est pas la fiesta. Mais en prenant des précautions, notamment en ayant sur soi le test, qui devient un document qui atteste que vous avez passé le test, qui dit que vous êtes séronégatif en ce qui concerne le Covid-19, donc, ou bien la Covid-19. Donc, c'est pareil, mon gars. Donc, dès cet instant, on espère tout simplement que cela permettrait à ce qu'il y ait une certaine respiration sur le plan économique, mais également au niveau social, parce qu'il y avait déjà des gens qui n'arrivaient plus à supporter le poids du confinement, quoi qu'il soit partiel. Merci, Monsler. Il n'arrivait plus à supporter le poids du confinement. Est-ce que c'est un fait expressé? C'est nous qui avons créé le confinement. Non, tu as dit que c'est fini. C'est fini, voilà. C'est toi, Minal, qui m'a dit que c'est fini. Non, c'est pas de leur... On parle maintenant. Je ne te dis pas que c'est fini. Non, c'est pas de leur fait. C'est pas de leur fait. Mais
c'est pas de leur fait, mais n'empêche que quand vous avez quand même des jeunes qui ont des structures où on accueille des gens pour, on va dire les buvettes, les bistrots, les bars et consorts, et qui essaient un tout petit peu d'arrondir leur fin de mois, et que pour certains c'est la seule source de revenus. Donc mieux vaut aller se contaminer au Covid. Et qui soient à 4, 5, 6 mois et qui ne parviennent pas donc mieux vaut aller se contaminer, rentrer dans leur investissement. La question n'est pas de se confiner, d'aller se contaminer au Covid. Non, la question est de dire aujourd'hui, on met en place des mesures. Quand vous ouvrez les restaurants, c'est des mesures, non? Le restaurant et le bar, c'est pas différent. Il faut juste qu'on ait à imposer et qu'on vérifie, il y a un contrôle derrière. Vous êtes dans un bar, il y a telle distance qui doit être entre les convives qui sont sur une table et une autre. Là, tu ne parles pas, tu ne dis pas à mon que c'est fini. Et dès cet instant, il faut bien, tu enlèves maintenant il faut bien que le gouvernement soit suffisamment en mesure de pouvoir contrôler. Mais on comprend aussi qu'il y a un problème d'effectif, parce que s'il faut avaler les agents sur le terrain pour aller vérifier l'effectivité des mesures dans les restaurants, les bars et les machines, ce sera long, dans la mesure où même les organismes qui existent déjà, même pour le contrôle, et puis on a des problèmes. Bon. Merci Mosley, ne viens pas déverser. Je déverse sur ma bile. Je n'ai rien dit. Je ne viens pas déverser. Je n'ai rien ajouté. Il n'a même pas dit ce que tu déverses. Je n'ai même pas dit ce que tu déverses. Ne viens pas déverser ta joie. Non. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour. Dafresh Morning.